Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc nous allons, Inch'Allah, aborder le premier chapitre introductif, c'est-à-dire l'introduction générale à la théorie du comportement du producteur. Donc, après avoir étudié la théorie du consommateur, nous passons à travers ce cours à l'étude d'un second pilier de l'analyse microéconomique. Il s'agit de l'étude de certaines décisions prises par les entreprises relatives au choix de la technique de production et de la quantité à produire en fonction des conditions de marché. Pour ce faire, la microéconomie s'intéresse à un deuxième agent, le producteur ou l'entreprise, dont les décisions sont supposées rationnelles compte tenu des contraintes auxquelles il est soumis. Donc, quels sont les objectifs de ce consommateur? On peut les généraliser à trois objectifs principaux. D'abord, les décisions du producteur rationnel sont supposées motivées par l'objectif de maximisation et de minimisation, la minimisation des coûts de production sous contrainte des niveaux de production, la maximisation de la production sous contrainte des coûts de production, la maximisation du profit, et bien sûr, l'entreprise a aussi d'autres objectifs comme l'éthique, le prestige, la maximisation de la valeur des actions, etc. Maintenant, n'oubliez pas que pour maximiser le profit est égal aux recettes que l'entreprise dégage à partir de la vente des produits, moins les coûts qu'elle supporte. Très bien. Pour les décisions des contraintes du producteur, donc, la théorie microéconomique du comportement du producteur s'intéresse à l'analyse des décisions qui portent sur la production des biens et services, donc comment produire, avec quelle technique et aussi quelle quantité de biens il faut produire. Donc, ces trois questions. Donc, les décisions du producteur sont soumises à de nombreuses contraintes. Donc, il y a des contraintes liées au prix du marché. Nous avons, si le marché sont en concurrence, par exemple, pure et parfaite, l'entreprise ne peut choisir le prix du bien à produire ou les coûts, c'est-à-dire des ressources qu'elle utilise. Tous les prix sont dictés par le marché. Nous avons une deuxième contrainte aussi qui est la contrainte technologique de production. C'est-à-dire que pour fabriquer un bien ou un service, l'entreprise est limitée par la technologie et les quantités des ressources, facteurs de production qu'elle choisit. Pour un niveau de production, elle choisit toujours la quantité de ressources qui minimise les coûts. Donc, le producteur, c'est quoi? C'est un agent économique qui transforme ces facteurs de production, qu'on appellera input, en produits sortants, selon une fonction de production. Donc, nous savons que les facteurs de production sont appelés aussi input, sont l'ensemble des biens et des services utilisés dans un processus de production pour produire un output. Donc, l'input, par exemple, c'est comme la main-d'œuvre, la matière première, les machines, etc. L'output peut être un bien ou un service final destiné à la consommation des ménages, ou bien un service destiné aux entreprises pour être à son tour intégré dans un processus de production. Donc, l'objectif réellement du producteur, d'accord, est de déterminer les relations entre les quantités d'input et les quantités d'output dans le cadre de chaque processus productif. C'est quoi la fonction de production? C'est une relation quantitative entre input et output entièrement déterminée par la technologie. Elle décrit en termes physiques quelle est la quantité d'input nécessaire et suffisante pour produire une quantité quelconque d'output. Donc, en d'autres termes, la fonction de production est une relation technique qui indique, à partir de la quantité de facteurs mis en œuvre par le producteur, la quantité maximale de produits qu'il peut obtenir. Donc, on peut distinguer les caractéristiques de la fonction de production suivante.
Nous avons la fonction de production. Pour les raisons économiques, il n'a de sens que pour des valeurs positives des inputs et des outputs. L'output aussi bien que l'input sont parfaitement divisibles, donc la fonction de production est continue, donc elle est dérivable. Le nombre de combinaisons des facteurs de production est infini. La meilleure technologie de la période est utilisée. Il existe un certain degré de substituabilité entre les inputs, c'est-à-dire qu'on peut remplacer L par K et K par L dans une certaine proportion. D'accord? Donc, on peut formaliser la fonction de production comme suit. Donc, nous avons la Q qui est la production, est une fonction de L et K, le repère LK. Donc, L est sur l'axe des abscisses, K sur l'axe des ordonnées. Donc, Q est obtenu de manière efficace, sans gaspillage, à partir des facteurs de production L et K. Nous avons aussi la fonction F représente le processus de production, c'est-à-dire la technologie utilisée. Et nous avons plusieurs exemples des fonctions de production, par exemple Q égale 6K plus 2L, ou bien Q égale 2K fois L. Elle est de type Cobb-Douglas. On verra ça plus tard. Donc, la fonction de production est une représentation du fonctionnement technique efficace d'une entreprise. Bien. On part à un autre aspect très important de ce cours, qui est l'efficacité technique, l'efficacité allocative et l'efficacité économique. C'est-à-dire que dans la littérature, l'efficacité économique est composée de l'efficacité technique et de l'efficacité allocative. On parle, quand on dit allocative, il faut entendre prix. Donc, l'efficacité technique s'intéresse à la façon dont le processus de production transforme les inputs en outputs. Par contre, l'efficacité allocative met l'accent sur la manière dont les inputs sont combinés étant donné leur prix relatif. Donc, l'efficacité technique mesure l'aptitude d'une unité de production à obtenir le maximum d'output possible à partir d'une combinaison d'input et d'une technologie de production donnée, ou son aptitude à réaliser un niveau d'output donné à partir des plus petites quantités d'input possibles. On dit qu'une entreprise techniquement efficace est celle qui utilise les ressources de façon optimale. Elle est celle qui est efficiente. Donc, l'efficacité allocative provient du fait aussi que les facteurs de production ne sont pas gratuits. Ils ont un coût. De ce fait, en choisissant son programme de production, l'entreprise doit, en plus des paramètres techniques, tenir compte de leur prix relatif sur le marché. L'efficacité allocative, dans ce cas, mesure ainsi l'aptitude de l'unité de production à combiner ces inputs dans des proportions optimales compte tenu de leur prix relatif sur le marché et du budget alloué pour les acquérir. Ainsi, par exemple, pour une famille de combinaisons de facteurs de production, permettant la réalisation des niveaux de production donnés, la meilleure combinaison allocativement parlant est celle qui est obtenue à moindre coût. C'est dans ce sens qu'on peut définir l'efficacité économique comme l'état d'une économie qui obtient un rendement maximal des ressources limitées en considérant les coûts et les bénéfices découlant des diverses décisions. Par ailleurs, pour qu'un système soit économiquement efficace, un système doit remplir 3 conditions. La première, il faut que le système de production soit à un niveau d'équilibre dans la mesure où on ne peut pas l'améliorer sans dépenser plus. C'est-à-dire, une deuxième condition, il faudrait qu'aucun input ne puisse être ajouté sans augmentation correspondante d'output. Troisième condition, il faut que la production s'opère en un coût unitaire minimal. Maintenant, si on passe aux contraintes et à l'horizon temporel du consommateur, donc les contraintes techniques du producteur. Les contraintes techniques qui pèsent sur le producteur se traduisent dans les relations qui existent entre les quantités de facteurs de production et la quantité de l'output.
Ces relations sont exprimées par la fonction de production qui aide le producteur à choisir les quantités des deux inputs à combiner pour produire une certaine quantité d'output. Or, les choix du producteur sont limités par l'horizon temporel envisagé. C'est pour ça qu'il est très important de distinguer entre le court terme et le long terme. C'est-à-dire que, par exemple, pour augmenter sa production, une entreprise peut soit embaucher plus de travailleurs, et c'est ce qui est réalisable à court terme, soit construire une nouvelle usine, par exemple, facteur capital, cet objectif est réalisable uniquement dans le long terme. D'où la nécessité justement de distinguer le court terme du long terme. Donc, la technologie et le long terme. Donc, au long terme, tous les facteurs de production sont variables, d'accord? L'horizon est suffisamment long pour changer les capacités de production, par exemple, construire une ligne de production. Si on considère deux inputs, capital K et le travail L, la fonction de production est donc Y égale F en fonction de X1, X2 égale la fonction en fonction de K et de L. Pour la technologie et le court terme, donc seul un input varie, L, tandis que l'autre est maintenu constant. Par exemple, les bâtiments, les machines, etc. Donc, la fonction de production est Y égale la fonction en fonction de K qui est fixe et L qui est variable, d'accord? Il existe deux autres périodes qu'on ne va pas aborder cette année, d'accord? Donc, vous insistez uniquement sur le court terme et le long terme. Merci pour votre attention.